Mesdames, Messieurs, bonjour. Merci de nous avoir rejoints pour cette session au sein de cette Université de la Terre. Nous avons un sujet extrêmement vaste et ambitieux pour les 90 minutes qui vont nous réunir maintenant, qui s'appelle « Pour un numérique digne de confiance ». Donc vous avez vu que les organisateurs n'ont même pas pris le risque de mettre un point d'interrogation à la fin de cet intitulé. C'est donc une affirmation, donc nous devons en principe repartir avec des éléments permanent, définitif sur ce sujet. Vous comprenez que ce n'est pas forcément le cas. Donc je m'appelle Nicolas Arpagian, je suis directeur de la stratégie de TrendMicro, qui est une entreprise internationale dédiée à l'analyse de la cybermenace, et j'ai le privilège d'être alors à la fois gardien des horloges et puis faire en sorte de coordonner cette discussion. Et cette discussion est la vocation, c'est l'esprit de cette Université de la Terre, d'intervenir évidemment de ce côté de la table, puisqu'il a été réuni un certain nombre d'experts, de praticiens du sujet qui nous rassemblent ce matin, mais également assez vite avec des questions, remarques, commentaires de votre part, avec une règle simple qui est que vous vous présentez, et donc de manière à ce que les interlocuteurs ici puissent savoir qui les interroge ou réagit, et qu'on ait, alors l'idée étant d'avoir un échange, un dialogue le plus constructif possible, pour que, et c'est assez d'ailleurs significatif par la pluralité des intervenants que nous avons rassemblés ce matin, un sujet qui est polymorphe. Polymorphe parce qu'on va parler de technologie un peu, on va parler d'économie certainement, de droit qui encadre, de droit qui protège, sachant que les deux notions qui apparaissent dans cet intitulé peuvent sembler, antinomiques. Antinomiques parce que le numérique, on le conçoit comme étant quelque chose de techniquement maîtrisé, des 0 et des 1, quelque chose qui aura été conçu par l'homme, la femme, qui aura été justement nourri, alimenté par des éléments physiques, tandis que la confiance est par essence quelque chose d'éminemment humain, difficilement identifiable et cernable. Qu'est-ce qui fait, et c'est presque un sujet de philosophie à part entière, que une personne, une technologie, un produit, une entreprise suscite la confiance, sachant qu'évidemment, en plus, ce sentiment, puisque il faut quand même le caractériser comme tel, va être quelque chose qui va être très personnel, en fonction de son âge, de son histoire personnelle, de son vécu auprès des autres humains que l'on a été amené à rencontrer, des déceptions qu'on a pu avoir, ou au contraire des emballements, des opportunités formidables qu'on a pu avoir lors d'interactions humaines. Évidemment, cette capacité à faire confiance, à créditer d'un capital de confiance va être extrêmement variable. Et donc, réunir dans la même ambition cette notion très physique, presque mécanique du numérique avec une patte humaine de la confiance, on voit que là encore, on va pouvoir avoir des discussions et des interprétations différentes. Voilà, donc ce sujet étant posé, je dis cela parce qu'il est important d'en concevoir les différentes dimensions. Et d'ailleurs, on va être amené, et je vais vous présenter les contributeurs que nous avons le plaisir d'avoir avec nous ce matin, bien voir ce dessin, un peu un tableau très impressionniste qui fait que par petites touches, on va composer une image beaucoup plus globale et qui, souhaitons-le, aura de la valeur, mais qui permet de comprendre que ça ne peut pas être le privilège ou le monopole d'une seule communauté de techniciens, de juristes, d'économistes ou éventuellement d'une communauté supplémentaire qui va jouer un rôle. Et vous le voyez avec, je vais commencer par lui, Jean-Gabriel Ganassia, qui est universitaire, chercheur au LIPSIS et qui est également président du comité d'éthique de Pôle emploi. Et vous voyez que la notion d'éthique va venir de manière un peu diffuse, s'immiscer dans nos problématiques. Donc Jean-Gabriel Ganassia, le temps de respecter, voilà, pour faire de manière linéaire et non protocolaire. Vous trouverez évidemment à ses côtés, donc à sa droite et donc à votre gauche, j'essaye de me replacer en 3 dimensions dans l'espace, Constance Baumler-Deleuze, qui est la toute jeune et récente directrice exécutive de l'Institut McCourt, parce que qui est une structure qu'elle vient de rejoindre il y a quelques jours. Elle nous en dira quelques mots, parce que c'est aussi à l'image de cet univers hybride, puisque le
le McCourt Institute, dont elle est donc la directrice exécutive, est une structure qui est lancée à l'initiative d'un entrepreneur, Franck McCourt, alors qui est connu en France pour être à la tête de l'Olympique de Marseille, mais c'est pas sa spécialité qui justifie la création de l'Institut McCourt, mais justement d'avoir créé une entité avec le monde académique, que ce soit Sciences Po Paris ou l'Université de Georgetown. Et donc on voit bien que voilà, cette hybridation fait partie de la démarche pour réfléchir à des formats à la fois techniques, opérationnels, dans un univers numérisé. Et elle nous expliquera ça de manière plus en détail. À ma gauche, et donc pour continuer cette présentation, Laurent Simon, qui est enseignant-chercheur en intelligence artificielle à Bordeaux INP, à l'Université de Bordeaux. Et c'est intéressant parce qu'effectivement, on va s'apercevoir qu'on a une matière, l'intelligence artificielle, et la question va se poser très bien de l'œuvre académique sur la nature de cette activité, puis il va se poser évidemment son exploitation, les conditions de valorisation de ce qu'on va appeler intelligence artificielle. Il nous parlera certainement de la différence avec ce machine learning pour voir que les termes et qu'on ait bien une vision claire des mêmes intitulés à l'esprit et que les idées soient claires à ce propos. Marie-Hélène, qui est à ma droite, qui est donc directrice générale adjointe en charge du secrétariat général de Cdiscount. Alors, Cdiscount, c'est intéressant parce que justement, c'est à la fois une entreprise qui fait un métier connu, c'est-à-dire le commerce, mais qui va s'appuyer sur les données, sur la relation à distance. Et donc, ça va être intéressant de voir comment est-ce qu'on devient un partenaire pour interagir sur des sujets aussi cruciaux que la consommation du quotidien, les relations financières à distance, le fait que, effectivement, le principe de l'économie numérique, c'est je commande un produit que je ne vois pas, enfin, je ne le touche pas, mais qui va m'être livré, en tout cas je le souhaite, je l'espère, et donc de créer de la confiance par rapport à un marché globalisé, puisqu'on peut trouver potentiellement des offres commerciales à portée de clic de n'importe quel clavier de téléphone portable ou d'ordinateur. Donc la question de bâtir, établir, construire, sur quels critères cette confiance dans cet espace numérisé. C'est bienvenu d'avoir l'expertise de Marie à ce propos. Et pour compléter ce panel, Guillaume Pitron, qui est journaliste, auteur, réalisateur de documentaires. Alors évidemment, je crois que c'est son dernier livre qui s'appelle « L'enfer numérique, voyage au bout d'un like ». Évidemment, vous voyez qu'il a un regard, par le choix de cet intitulé, critique, mais on peut être au contraire dans une critique qui est forcément intéressante à prendre en compte parce qu'elle permet d'avoir un éclairage le plus complet possible, d'avoir une vision justement sans utopie technologique ou béatitude a priori en disant que la technologie est forcément émancipatrice, libératrice et génératrice de bienfaits. Donc son auteur, c'est chez Les Liens qui libèrent, étant son éditeur, et donc a documenté la manière dont effectivement l'industrie du numérique peut ou ne peut pas mériter notre confiance, et comment est-ce que justement entre la consommatrice, le consommateur qui d'un pouce enthousiaste va liker, va acheter, et toute une chaîne technique, une chaîne industrielle et au final donc une chaîne humaine va être concernée. Donc vous voyez que on a ici les principales approches de cette thématique permettant de s'interroger sur la réalité, l'utilité, la matérialité d'un numérique digne de confiance, de manière à avoir leur vision personnelle sur ce sujet. Je vais leur demander de livrer peut-être en quelques minutes chacun leur conception, déjà comment ils réagissent à cet intitulé de numérique digne de confiance, de manière à ce qu'on ait là encore les premiers éléments de leur réflexion, de leur conviction dans ce domaine, et ensuite on va progresser, nous le souhaitons, dans notre conversation pour essayer d'avoir et d'aborder successivement les différentes composantes de cette recette globale qu'est effectivement l'environnement numérique et la problématique de la confiance qui lui est associée. Et donc ensuite, par la suite, l'idée étant que ça fasse maturer un certain nombre ou éveiller un certain nombre de questions, d'interrogations ou de commentaires de votre part, et qu'on puisse en bénéficier à l'occasion de la séance d'échange qui va suivre. Voilà, j'espère avoir été
à la fois clair dans le modus operandi de cette session, que vous avez maintenant une vision éclairée des contributeurs à ce débat. Et pour commencer, peut-être je vais passer la parole à Marie pour avoir ce premier sentiment ou cette première conviction concernant cet intitulé du numérique digne de confiance. Bonjour, Cdiscount, c'est une entreprise qui a 20 ans, c'est une entreprise française, c'est même une entreprise régionale qui est née à Bordeaux. Et quand Cdiscount a été créé en 1998, la première des questions qui s'est posée, c'était la confiance, parce que c'est un nouveau média que personne ne connaissait. C'est un média dans lequel on vous demande de payer, de mettre votre carte bleue pour recevoir peut-être un produit que vous avez vu sur un écran. Donc la confiance, elle a été au socle des réflexions de l'entreprise. Et puis, au fil des années, Cdiscount a grandi. 10 premières années de e-commerce classique, je dirais. On achète des produits, on les revend. Et on a été l'entreprise qui a amené qui a amené le e-commerce dans le foyer des Français. Donc toujours, cette question de la confiance a toujours été présente. Et puis en 2011, on fait le choix de devenir une plateforme. Alors qu'est-ce que c'est une plateforme ? Une plateforme, c'est un endroit où l'offre est infinie. Et pourquoi on fait ce choix-là ? Parce que on proposait à l'époque 70 000 produits sur le site. On en propose aujourd'hui 80 millions. Pour passer à cette échelle-là, personne ne peut porter des stocks pareils. Et donc c'est l'économie de plateforme qui permet d'accélérer la visibilité, d'accélérer les volumes. Parallèlement à nous, d'autres acteurs se sont développés et aujourd'hui, après 10 ans d'économie de plateforme, le périmètre concurrentiel est le suivant, c'est que Internet est devenu un endroit quasi monopolistique qui est trusté par des grands acteurs américains, des grands acteurs chinois. Quand on regarde le paysage mondial, partout où un Américain ou un Chinois est présent, il n'y a pas d'alternative nationale de poids. Il y a 3 pays dans le monde qui font exception. C'est l'Inde, avec Flipkart, c'est le Japon avec Rakuten et c'est la France avec Cdiscount. Et donc pour nous aujourd'hui, la question de confiance, elle est aussi étroitement liée à la question de la souveraineté, à la question du choix, à la question de l'alternative. Et nous avons la conviction qu'il y a un Internet et un e-commerce différents de ce que peuvent nous offrir les monopoles. Et on a fait le choix, depuis de nombreuses années déjà, de nous engager en matière de climat, parce que le numérique pose des questions de climat, en matière de soutien à l'économie, parce que un acteur numérique ne doit pas avoir uniquement une attitude prédatrice, et nous on croit au partage de la valeur. On croit au capital humain, parce qu'aujourd'hui le numérique, c'est un numérique qui est très très masculin. On manque terriblement de femmes dans la tech. La confiance dans le numérique, c'est aussi être sûr que derrière la construction de la technologie et derrière tout ce que vous voyez sur vos écrans, toute l'humanité a contribué et pas seulement la moitié. Et enfin, on croit que la confiance, elle se construit à travers l'éthique, et l'éthique, ça doit être un pilier transverse à tous ces sujets-là. Et donc, j'aurai peut-être et sûrement l'occasion de revenir sur chacun de ces points. Merci Marie. Alors on va transition naturelle puisque le terme d'éthique a été mentionné. Jean-Gabriel, concernant cette thématique d'un numérique digne de confiance. En première chose, je voudrais quand même me présenter un tout petit peu, parce que je suis professeur d'informatique, spécialiste d'intelligence artificielle, et c'est mon domaine de départ. J'ai une double formation de philosophe et d'ingénieur, et donc l'éthique est venue tard dans ma vie, parce que je me suis rendu compte que le numérique transformait le monde et que les effets pouvaient être extrêmement délétères. Et c'est pour ça donc que j'ai travaillé sur ce sujet depuis un certain nombre d'années, puisque j'ai entre autres présidé le comité d'éthique du CNRS et je suis dans différents comités d'éthique. Alors l'énoncé de la table ronde pour un numérique digne de confiance, un tout petit peu comme ça a été dit, ça laisse entendre quand même qu'il pourrait ne pas y avoir conscience. Ou précisément que le numérique ne serait pas digne de confiance, entre guillemets. Alors, pour lancer le débat, puisqu'on m'a demandé en 3 minutes, j'ai 3 points dont j'aimerais vous faire part au début de la table ronde. Le premier, l'emploi
contemporain du terme numérique se réfère aux technologies de l'information et de la communication à l'heure des grands réseaux, et en particulier du web. Parce qu'il faut bien se souvenir que dans les années 80, lorsque j'ai commencé à travailler dans le champ de l'intelligence artificielle, on ne parlait pas de numérique. Plus exactement, il y avait les arts numériques, l'adjectif numérique, qui désignait quelque chose relatif au nombre, mais nous, on parlait d'informatique. Donc le numérique arrive au début du millénaire avec la toile, avec le fait que l'ensemble des relations humaines est médiatisé par les flux d'informations. Alors, est-ce que ce numérique, un ensemble de technologies, serait capable d'être digne de quoi que ce soit, en particulier d'être digne de confiance? Ça, c'est une question, je crois, que l'on pourra se poser. Et pour moi, bien sûr, il ne s'agit pas de question de dignité. Ce sont les hommes qui peuvent être dignes. Et je crois qu'il faut toujours s'inquiéter derrière les machines, des hommes qui sont derrière les machines. Il n'y a pas de machine autonome. Et je crois qu'il faut là-dessus être très clair. Deuxième point, relatif à la confiance sur laquelle on insiste tant aujourd'hui. Si elle paraît importante, cela tient en réalité à ce que le numérique suscite, et avec raison, la défiance. On songe à l'utilisation des réseaux pour diffuser des fausses nouvelles, ce qu'on appelle les fake news, ou des nouvelles formes de propagande. On songe à la surveillance de la population, entre autres en Chine, avec le crédit social et l'utilisation de la reconnaissance faciale pour déterminer ce qu'on appelle un score social, ce qui est absolument effrayant. On pense au fait que le numérique induit de nouvelles servitudes qui ne sont pas matérielles mais virtuelles. Je vous renvoie à mon dernier livre, donc, qui apparaît cette année, Servitude virtuelle, c'est-à-dire qu'on reprend les servitudes. Il y a pas mal de Bordelais sur la table ronde dans l'Ouest. Ça nous fait penser à Étienne de la Boétie qui parlait discours de la servitude volontaire, et il disait les chaînes, les cachots, les hallebardes des gardes, en réalité on peut s'en affranchir parce que si on veut vraiment on peut renverser le pouvoir. Aujourd'hui on a de nouvelles formes de servitude, apparemment impalpables, les réseaux, et en réalité, ces servitudes sont beaucoup plus contraignantes que l'étaient les servitudes anciennes, et ça, je crois que c'est une question dont on doit parler. Et puis, le troisième point, c'est que nous devons apprendre à nous défier des systèmes numériques. Et je crois qu'avant de promettre la possibilité d'une confiance, avant d'assurer pour un numérique digne de confiance que nous saurons avoir un numérique digne de confiance, je crois qu'il faudrait d'abord commencer, et cela rentrerait à mon sens dans la vocation de cette institution, l'UNESCO, qui normalement doit parler d'éducation. Il faudrait d'abord éduquer la jeunesse à se méfier de ces nouveaux outils. C'est-à-dire qu'à la fois, c'est comme la langue d'Ésope, ils sont extraordinaires en ce sens que nous vivons tous, nuit et jour, dans une bibliothèque ouverte en permanence. Mais en même temps, cette bibliothèque est extrêmement dangereuse, elle est trompeuse, elle recèle de nouvelles dangerosités. Et donc je crois que, un peu avant de déclarer que le numérique sera digne de confiance et que nous souhaitons un numérique digne de confiance, je crois qu'il faut enseigner les risques de ce numérique. Alors, outre que le sens de l'expression laisse à numérique, laisse à désirer, car le numérique en tant que dispositif socio-technique ne saurait être digne de quoi que ce soit, ce que j'ai au début, on pourrait se demander pourquoi s'engager en faveur de quelque chose qui est faux. Parce qu'aujourd'hui, le numérique n'est pas vraiment digne de confiance, entre guillemets. Cela reviendrait à s'engager pour le mouvement perpétuel. Alors, on est tous d'accord que le mouvement perpétuel, si ça pouvait exister, ce serait formidable. Mais on sait que ça n'existe pas. De même, la vie éternelle. On est tous désireux d'avoir une vie éternelle. Ou alors, on aimerait pouvoir l'éviter. Donc, certes, si c'était possible, nous nous en réjouirions tous, car cela rendrait de grands services. Mais nous savons aujourd'hui que c'est impensable, du moins compte
tenu de l'état des connaissances humaines et compte tenu de l'état de la société humaine. Et donc je crois qu'il en va de même pour le numérique. Et donc je ne suis pas certain qu'il faille militer pour un numérique digne de confiance. Je crois qu'il faudrait plutôt s'inquiéter de la réalité du numérique aujourd'hui. Excusez-moi, merci. Merci en tout cas pour cette entrée en matière, et vous voyez la nécessité ou l'intérêt de se pencher sur le sujet parce qu'il suscite des appréciations différentes. Et donc assez justement logiquement, je voudrais passer la parole à Constance Deleuze parce que justement d'expliquer peut-être le contexte également dans lequel l'Institut McCourt a vocation à apporter sa contribution et la manière dont vous appréhendez cette problématique de la confiance dans un univers numérisé. Merci beaucoup. Merci pour cette introduction. Alors peut-être pour rebondir, comme mon voisin, sur l'intitulé de la table ronde, pour un numérique digne de confiance, moi je suis interpellée par le terme « digne ». Qui me fait penser que se pose la question, sachant que la confiance se mérite, de la responsabilité. Avant de rejoindre le McCourt Institute, je travaillais pour l'Internet Society, qui a été fondé par un des inventeurs de l'Internet, Vint Cerf. On a beaucoup travaillé justement sur cette notion de confiance qui sous-tend le développement d'une société numérique viable et qui ne soit pas un risque pour les démocraties avant d'être une performance technologique. Alors le McCourt Institute, qui s'inscrit, et que j'ai rejoint, comme vous l'avez dit, il y a à peu près 4 jours, le McCourt Institute, en fait, s'inscrit dans un projet plus large, qu'on appelle le Project Liberty. Et l'objectif, donc, c'est d'accélérer et de soutenir la recherche dans des domaines variés, politique publique, technologie, éthique, philosophie, qui vont permettre l'émergence non seulement de solutions techniques, mais aussi de cadres réglementaires, notamment dans le domaine des réseaux sociaux, qui soient plus respectueux des droits humains, et notamment la vie privée. On part du principe qu'aucune infrastructure de données massive ne devrait appartenir à une entreprise ou à une plateforme ou encore à une entité publique. L'idée étant que c'est trop important et que ces structures devraient être publiques et que les données elles-mêmes devraient être contrôlées par les utilisateurs, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Donc l'Institut va travailler sur ces solutions-là, mais aussi main dans la main avec, au sein du Project Liberty, avec un groupe d'ingénieurs. Et nous proposons non seulement des solutions de politique publique, non seulement d'accélérer la recherche, mais aussi on a investi massivement dans un protocole qui s'appelle le DSNP, le Decentralized Social Networking Protocol, et qui, nous l'espérons, se développera main dans la main avec les plateformes, main dans la main avec ceux qui aujourd'hui dirigent les réseaux sociaux, pour remettre littéralement le pouvoir de chacun dans les mains des utilisateurs, des usagers du numérique. Je terminerai peut-être en disant que ce qui nous intéresse dans ce concept de confiance, vous l'avez dit dans vos propos introductifs, il est multiforme, il est protéiforme. Nous sommes attachés à plusieurs dimensions. Tout d'abord, la transparence. Il y a réellement un besoin d'avoir des codes, des normes qui soient audibles, qui soient compréhensibles par les consommateurs, les usagers, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Aussi la possibilité pour chacun des usagers de comprendre quels sont ses devoirs, mais aussi ses droits, lorsqu'il ou elle se sent bafoué ou victime, par exemple, d'une information qui serait biaisée via les réseaux sociaux. Nous sommes attachés à un principe technique qui s'appelle le Privacy by Design. Je devrais être capable de le dire en français, peut-être que mon collègue pourra m'aider. Qui est un concept qu'on retrouve notamment dans le RGPD, une batterie de réglementation européenne. L'idée étant que l'éthique, les principes doivent être au sein de la technologie. La technologie ne doit pas être science sur conscience, ce serait très dangereux, ne serait que ruine de l'âme. Troisième aspect qui nous semble très important, la sécurité.
Le rapport de la CNIL de 2021 rappelait qu'il y a une augmentation de 79% des signalements des usagers en termes de données volées ou autres. Et dernier principe qui nous semble très important, c'est contrôlable. Donc, à nouveau, des technologies éthiques dont l'usage permettrait à l'homme, à l'utilisateur, de toujours rester maître de la décision finale. Et Monsieur Ganassia, j'espère que je prononce bien votre nom, avait insisté sur cette dimension-là. Rappelons-nous que l'éthique, c'est vraiment les principes appliqués au réel, appliqués notamment au domaine, par exemple, professionnel. Donc il ne s'agit pas de développer des normes qui soient simplement des principes, mais vraiment réfléchir à comment, et notamment au moment où on développe les technologies de manière très précise, ces principes, et ce sont finalement des choix de société qui doivent également être dictés par ce que les usagers veulent, même s'ils ne sont pas ingénieurs, même s'ils ne comprennent pas la technique dans le détail, que ces principes soient au sein du processus de développement au stade zéro de toute technologie. Voilà, et je m'arrêterai là. Merci. Merci. Alors merci, vous voyez que ce qu'on commençait à aborder, l'ambition de marier les spécialités, parce que c'est une exigence dans cet univers-là. Effectivement, donc Laurent Simon, dans le domaine qui est le vôtre également, j'imagine que vous partagez la préoccupation de Jean-Gabriel Ganassia, parce que justement la vocation de comprendre les enjeux techniques, technologiques rendus disponibles par la valorisation des données par l'intelligence artificielle. Alors, oui, donc moi je vais très brièvement, donc oui, effectivement, donc moi je suis enseignant-chercheur donc en IA depuis une vingtaine d'années, un petit peu après Jean-Gabriel, mais pas très loin. Pas très loin. Donc, et je porte une chaire donc avec Kedge et l'Université de Bordeaux sur justement l'IA digne de confiance. Donc moi je vais plutôt avoir un focus sur l'intelligence artificielle, donc c'est pas réellement le problème des données, les problèmes éthiques de livrer ces données à des grands groupes, ni de la sécurité des données, mais ce qu'on en fait après et ce qu'on peut en déduire. Et aussi, ce qui m'intéresse, moi, c'est les décisions autonomes. C'est-à-dire qu'à quel moment est-ce qu'on peut avoir confiance dans un système autonome qui va recommander ou qui va donner des décisions. Alors, donc ça pose tout un tas de problèmes qui sont pas évidents, notamment sur la faisabilité. C'est-à-dire que ces systèmes autonomes vont prendre des décisions basées sur des milliards et des milliards de calculs par construction. Et donc, c'est très difficile pour un système qui est efficace d'expliquer en termes humains pourquoi il a pris une décision. Et c'est même impossible. Donc on ne peut pas allier à la fois la précision d'un système algorithmique qui va être très précis, qui va donner vraiment de très bons résultats, et sa capacité, en tout cas à l'heure actuelle, à expliquer en termes intelligibles sa décision. Mais posez-vous la question aussi sur les humains dignes de confiance. Un médecin qui va vous donner un traitement. Est-ce que vous avez confiance en lui? Alors effectivement, on peut poser la question et y répondre en disant le médecin a sa responsabilité. Oui, mais peut-être qu'il est une semaine avant sa retraite. Peut-être que voilà. Est-ce que vous préférez pas avoir un système autonome qui va avoir des meilleures performances? Donc ça, c'est une vraie question qu'on peut se poser. On peut se la poser aussi sur le véhicule autonome. C'est-à-dire qu'un véhicule autonome aura peut-être un jour, on ne sait pas si ça va venir un jour, moi je suis plutôt pessimiste sur l'autonomie complète, mais en tout cas, un véhicule autonome pourrait avoir beaucoup moins d'accidents en moyenne que les véhicules qui sont non autonomes, et pourtant, il peut vous emmener, vous, dans un mur, alors que vous n'y seriez pas allé. Qu'est-ce qu'on préfère en tant que société? Est-ce qu'on veut baisser le taux d'accident global au risque que quelqu'un qui n'aurait pas eu d'accident aura un accident maintenant? Donc ça, c'est des questions qu'on peut se poser et qui vont se poser très rapidement. Alors, face à ces questions, qui sont des questions vraiment très importantes et très profondes, en fait, se posent des problèmes de faisabilité. C'est-à-dire, est-ce qu'on est vraiment capable, aujourd'hui, est-ce qu'on a la capacité de calculer en fait, ces décisions de manière précise et aussi de les expliquer. Et moi, j'aurais plutôt tendance à essayer d'apporter de la positivité au débat. Je pense que, par exemple, si, par exemple, des décisions de justice étaient plus autonomes, on aurait peut-être moins de biais, en fait. À l'heure actuelle, il y a des professionnels qui prennent des décisions qui sont biaisées. D'accord, on le voit dans les données, quand on fait de l'apprentissage automatique, on trouve des biais dans les données. Ces biais existent. D'accord. L'avantage qu'on a en utilisant des systèmes autonomes, c'est qu'on peut
lutter contre ces biais. C'est-à-dire qu'on peut imposer le système, on peut imposer au système à ne pas prendre une décision basée sur le genre. Ça peut être fait by design, donc par construction. C'est-à-dire que le système ne pourra pas prendre une décision basée sur le genre. Alors qu'un humain, il pourra toujours, même s'il dit à ses collègues à la machine à café, je te promets, je ne fais pas de différence. Mais le jour J, il fera peut-être une différence. Le système ne le fera pas. Donc on a devant nous un outil qui à la fois peut faire peur. En fait, les messages qu'on a eus ici étaient plutôt des messages alarmistes, on va dire, mais on a aussi un outil qui est porteur d'espoir, où cet outil va pouvoir apporter de la confiance formalisée en fait, dans des décisions qui concernent tout un chacun. Donc ça, c'est vraiment quelque chose d'important. Et dans cette chaire, on a cette notion, non pas d'intelligence artificielle, mais maintenant de confiance artificielle. C'est-à-dire que l'outil informatique n'a aucune idée de ce qu'il fait. Il n'a aucune idée de l'impact de ses décisions sur le monde. C'est-à-dire s'il vous recommande un examen médical, peut-être que cet examen est intrusif et donc il valait mieux pas le faire. Il a aucune idée de ce que ça va impacter dans votre vie. Et donc il faut aller mettre dans ce système des outils pour qu'il soit digne de confiance. Qu'est-ce que ça veut dire digne de confiance? Je pense qu'on peut créer des systèmes informatiques dignes de confiance dans le procédé. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on conçoit par exemple des stations de métro dans lesquelles on a confiance parce que des systèmes autonomes ont vérifié toutes les possibilités de passage des feux rouges de la station de métro pour qu'il n'y ait pas d'accident. On a des stations de métro autonomes, ça a été vérifié, il y a un procédé de vérification, et donc ces systèmes autonomes sont dignes de confiance. Donc maintenant, la question, c'est comment est-ce qu'on va déployer des outils informatiques pour assurer que ces décisions, en fait, sont dignes de confiance. Et ça, au niveau recherche, au niveau informatique, c'est extrêmement difficile, mais c'est aussi extrêmement intéressant. Merci. Alors effectivement, j'ai pas senti forcément un discours alarmiste, mais j'ai senti un discours préoccupé. Donc préoccupé, c'est bien parce que ça veut dire qu'on n'est ni dans une béatitude, ni dans un désintéressement des enjeux. On est effectivement concerné. Et d'ailleurs, on va peut-être prolonger le trait à partir des travaux de Guillaume Pitron. Qu'est-ce que vous évoque déjà peut-être évidemment, prioritairement cet intitulé, mais également la colorisation qu'ont pu prendre les différentes interventions. Merci. Vous me faites intervenir en qualité de journaliste. Vous avez présenté un livre dont je suis l'auteur, dont je précise que je n'aime pas le titre, parce que, à mon avis, le titre ne reflète pas un propos beaucoup plus nuancé dans les pages du livre sur la matérialité du numérique. Il faut préciser que, évidemment, pour un auteur, l'éditeur peut avoir le privilège de choisir le titre, et c'est la raison pour laquelle il y a ces possibles décalages. En fait, je suis journaliste de terrain, et moi, ce qui m'importe, c'est d'être au plus proche du terrain possible, et j'ai voulu m'intéresser pendant une période de 2 ans à la matérialité du virtuel. Qu'est-ce qui se passe derrière un email? Qu'est-ce qui se passe derrière un like? Qu'est-ce qui se passe derrière une photo? Qu'est-ce qui se passe derrière une donnée? Et donc en fait, j'ai remonté la route d'une donnée. Alors, les journalistes adorent suivre la route des atomes, la route du concombre, la route de la tomate, la route des migrants, mais on peut aussi suivre la route d'un octet. Et donc en fait, pendant 2 ans, j'ai suivi la route d'un like. Si j'envoie un like à ma voisine, où va le like? Et en fait, j'ai découvert que la distance qui me sépare de Marie-Évan n'est pas de 1 mètre, mais de 10 000 km. Parce que c'est souvent la distance qu'il faut pour une donnée, pour aller d'un téléphone à un autre téléphone en passant par toute l'infrastructure. Et donc en fait, c'est une enquête sur l'infrastructure et sur tout ce qui est matériel derrière tous ces sujets censément virtuels. Immédiatement se pose la question de la consommation d'énergie de l'infrastructure, de la consommation de matière de l'infrastructure, des hommes et des femmes qui travaillent dans l'infrastructure, qui sont asservis à une infrastructure qui doit tourner en permanence. Elle est asservie à la continuité de service, c'est-à-dire cette idée, ce principe absolu selon lequel Internet ne peut pas tomber en panne. Il ne peut pas y avoir de panne. Imaginez le drame de ne pas avoir accès à votre messagerie Gmail pendant 1 heure. Imaginez le stress que ça peut occasionner chez vous. Donc derrière, ce sont autant d'hommes et de femmes qui travaillent pour s'assurer qu'une infrastructure est suffisamment redondée, suffisamment effective pour pouvoir assurer que l'Internet fonctionne en permanence, que le soleil ne se couche jamais sur Internet. Et donc c'est là qu'on découvre que tous ces mots de cloud, de dématérialisation, de virtualité sont évidemment des mots qui ne reflètent pas la réalité. J'aime bien d'ailleurs ce mot de voiture autonome, il a été prononcé 2 fois aujourd'hui, tout à l'heure. Il n'y a pas moins autonome qu'une voiture autonome.
meilleure voiture autonome que je connaisse, c'est une 4L ou une 2 chevaux. Elle a besoin d'un pompiste, d'un péage, d'un garage, d'un conducteur, c'est tout. La voiture autonome est à supposer qu'elle existe, puisqu'effectivement, personne n'est sûr qu'elle existera. Mais si elle devait exister, cette voiture autonome, elle va dépendre d'un environnement ultra complexe. Il va lui falloir des routes connectées, des ponts connectés, des panneaux connectés, des feux de signalisation connectés et d'autres voitures connectées et autonomes avec lesquelles elle passera son temps à échanger des informations pour se mouvoir. Donc en fait, la voiture autonome de demain va être la voiture la plus dépendante de son environnement qui soit, mais ce mot autonomie nous berce dans l'illusion qu'effectivement l'infrastructure dont dépend la voiture n'existe pas. Et donc tout ça participe de cette illusion d'une dématérialisation. Or rien n'est dématérialisé, tout est virtuel. Je pense que le mot de dématérialisation est un des grands récits du capitalisme actuel pour se sauver. Il faut croître, mais en même temps on sait que c'est intenable. Donc l'idée de dématérialisation vient soutenir cette croyance que nous pourrions continuer sans rien changer, puisqu'après tout, tout ce que nous allons faire sera virtualisé, donc n'aura pas d'impact, une espèce de situation gagnante-gagnante. Or, par définition, ce n'est pas le cas. Et donc, mon travail a consisté à précisément raconter l'infrastructure, depuis les mines qui permettent de fabriquer les 40 milliards d'interfaces, téléphones portables, ordinateurs, tablettes qui circulent sur Terre, en passant par les centres de stockage de données, les 3 millions de centres de stockage de données qui sont en fait sont les intermédiaires entre vous et moi, puisque entre vous et moi il y a ces centres de données qui stockent les données, les câbles sous-marins, toute cette infrastructure qui est amphibie et qui en fait dépend de câbles sous-marins par lesquels passent les données. Demain, les réseaux satellitaires, l'Internet va être de plus en plus spatial, et puis tous les réseaux énergétiques de fabrication, de production d'électricité qui permettent de soutenir, de faire fonctionner en permanence cette infrastructure. Si je devais associer le mot numérique à confiance, d'abord je parlerais d'un numérique, j'associerais ce mot confiance au mot connaissance. Nous n'avons pas connaissance de ces sujets-là. Je pense que pour la plupart d'entre nous, et moi le premier, j'ai pu être persuadé qu'il y avait une forme de dématérialisation. Alors qu'en fait, rien n'est dématérialisé, et je dirais même quelquefois que plus c'est virtuel, plus c'est matériel. Parce que le coût matériel de la fabrication d'un iPhone dépasse tous les coûts matériels de la fabrication de n'importe quel objet, compte tenu de la diversité des ressources, souvent diluées dans l'écorce terrestre, des métaux, qui permettent la fabrication d'un téléphone. Donc j'associerais le mot confiance, en tout cas je le poursuivrai par le mot connaissance, donc éducation, donc conscientisation. Comment prenons-nous conscience de ces enjeux de matérialité et donc de ces enjeux environnementaux qui accompagnent l'évolution, l'inflation de numérisation dans nos vies. C'est là qu'intervient par exemple une loi française qui s'appelle la loi REEN, R-E-E-N, sur le numérique responsable, la première loi au monde qui, tant mieux d'ailleurs, s'intéresse globalement à la question du numérique responsable et qui, depuis le 15 novembre 2021, enjoint notamment dans les écoles d'ingénieurs de former les étudiants ingénieurs à ces sujets de matérialité du numérique, d'impact environnemental du numérique. J'associerai le mot confiance à transparence. Transparence des chaînes d'approvisionnement en matières premières, d'où viennent les métaux de l'iPhone, dans quelles conditions ont-ils été extraits, par qui, avec quel mix électrique, quelle énergie a été nécessaire pour extraire et raffiner les métaux qui servent ensuite dans ces technologies numériques. Toutes ces chaînes d'approvisionnement sont complexes, sont opaques. Nous dépendons de Chine, nous dépendons des mines de cobalt du Katanga, nous dépendons des salars du lithium, de Bolivie, et ainsi de suite. Donc en fait, le mot transparence est clé dans cette affaire, et c'est là aussi d'ailleurs qu'on voit depuis plusieurs années se multiplier des réglementations aux États-Unis, en France, en Europe, relative au sourcing éthique, à la transparence des chaînes d'approvisionnement. Et puis j'associerai le mot confiance, ou je le poursuivrai avec un autre mot, c'est celui de tempérance. Donc connaissance, transparence, tempérance, parce que, en fait, aujourd'hui, nous surconsommons, et tout est fait pour que nous surconsommions. Il y a ce qu'on appelle un phénomène qui est connu, qui ne date pas d'hier, mais qui a été matérialisé ou formalisé à travers le mot infobésité.
Et donc, nous sommes tellement abreuvés d'informations que nous devenons infobèses. Et tout cela est très organisé par l'industrie. Je me suis intéressé dans ce livre, par exemple, aux couleurs qui apparaissent sur nos écrans. Il y a une couleur qui est présente sur nos écrans, évidemment, dans notre vie quotidienne, qui est la couleur bleue. Mais pas n'importe quel bleu. Un bleu très particulier, un bleu qui est testé par des machines selon la méthode du A/B testing auprès d'un panel de consommateurs clés. Et en fait, on va tester 13 250 000 teintes de bleu, qui sont le nombre de teintes de bleu qui existent dans la nature, et on va choisir un bleu qui est celui qui permet d'augmenter le taux d'engagement sur les réseaux sociaux. Et donc ce bleu-là a été trouvé notamment par Microsoft pour son moteur de recherche Bing. Et ce bleu évolue avec le temps en fonction des attentes et des goûts des utilisateurs. Mais il y a un bleu qui est considéré par Bing comme étant le bleu parfait qui permet de gagner un peu plus d'argent, mais qui, du coup, génère de la surconsommation de ces outils numériques et donc une forme d'infobésité à la clé. Le modèle économique d'Internet, le modèle économique des GAFAM, c'est celui de la publicité et donc de la gratuité. Enfin, si c'est gratuit, c'est que c'est vous le produit. Donc ça veut dire que vous allez surconsommer en échange d'une donnée, enfin vous allez surconsommer parce que c'est censément gratuit. En fait, vous donnez vos données en échange de quoi, en retour de quoi vous allez recevoir une publicité ultra ciblée. Et donc, en fait, ce modèle de la gratuité pose question. Si je devais payer 1 € pour regarder une vidéo de chat, je regarderais probablement jamais de vidéo de chat. Mais comme c'est gratuit, je peux en surconsommer. C'est l'effet open bar. On est tous sortis d'un open bar un jour en ayant trop mangé et trop bu. Et ça, c'est pareil en fait, cette surconsommation qui est générée par le modèle de gratuité. Faut-il remettre en cause cette question de la gratuité? Faut-il remettre en cause un sacro-saint principe d'Internet qu'on appelle la neutralité du web? La neutralité du web, c'est cette idée selon laquelle vous allez pouvoir, qui que vous soyez, quel que soit l'usage que vous voulez faire d'Internet, vous allez pouvoir vous rendre à n'importe quel jour, à l'heure du jour ou de la nuit, sur Internet. Est-ce qu'on doit remettre en cause cette neutralité-là? Faut-il dire qu'il y a des bons usages du numérique versus des mauvais usages du numérique? C'est une question scandaleuse. Un jour, on m'a répondu, mais qui êtes-vous pour me dire qu'il vaut mieux que je regarde Arte plutôt que TF1? Est-ce que vous allez baisser la qualité des images sur TF1 et augmenter, de faire du Full HD sur Arte? Mais ces questions de priorisation, elles peuvent être traitées par une possible réglementation, ou en tout cas par un débat collectif, ce qui montre que tous ces sujets ne sont pas technologiques, ils sont profondément politiques. Et donc, derrière ces sujets-là, se repose, encore une fois, la question d'une tempérance qui permet ensuite, précisément, de limiter l'impact écologique du numérique. Merci. Merci pour cette... Alors vous avez vu que effectivement il y a une implication, on a parlé des États, des industriels, des citoyens dans leurs différentes dimensions, c'est-à-dire lorsqu'ils sont consommateurs, électeurs, salariés, entrepreneurs, et donc effectivement ça repose bien sur ce maillage de différentes entités. Parce que effectivement pour qu'il y ait confiance, je retiens la notion de connaissance, c'est-à-dire la capacité d'avoir à minima une compréhension de l'environnement et éventuellement une perception claire de ce qui peut constituer une atteinte à ses propres intérêts. Constance Deleuze, vous évoquiez dans cette démarche que vous entreprenez la problématique de la compréhension des droits et devoirs. Comment est-ce qu'on fait pour que des sujets qui peuvent paraître abrupts, complexes, soient diffusés auprès d'utilisateurs qui en apprécient les fonctionnalités, mais n'ont pas forcément ni l'appétit, l'envie d'accéder à cette connaissance? Comment est-ce qu'on peut réussir à faire en sorte que cette connaissance dépasse la stricte communauté des spécialistes? Non, c'est une question très importante et je pense qu'elle fait bien le lien avec les interventions précédentes. Parce que si on est en train de graviter autour de cette notion de confiance, et est-ce qu'on peut faire confiance, une sorte de confiance aveugle dans les services qu'on nous propose, dans les réseaux sociaux, dans les nouveaux peut-être objets demain, comme des voitures autonomes et autres, ou est-ce qu'on se doit de creuser sa connaissance, son expertise? Est-ce qu'on se doit en tant que consommateur peut-être d'exercer son jugement critique, de consommer ou pas? Est-ce qu'on se doit également d'exiger de nos représentants démocratiques, pour eux aussi, une certaine forme de connaissance et d'expertise dans des sujets, sur des sujets qui peuvent sembler abrupts? Et moi, j'ai commencé... Quand j'ai commencé à travailler dans l'administration française, il y a 20 ans, et j'ai bien vu, en fait,
le peu de connaissances sur ces sujets-là. Et quand on discute aujourd'hui avec des députés ou d'autres personnes qui sont censées développer des lois pour nous, on voit qu'il y a encore beaucoup de travail à faire pour qu'il y ait un niveau de connaissance suffisant pour prendre en conscience des décisions et légiférer sur ces domaines-là de manière efficace, utile et légitime, en fait. On revient aussi à cette notion de gouvernance. Comment est-ce qu'on organise une gouvernance à la fois efficiente, intelligente, en lien avec le rythme de l'innovation, mais aussi qui soit légitime. Et les principes en fait fondateurs de l'Internet sont assez intéressants et assez inspirants, il me semble, parce que c'est une technologie qui s'est développée de manière totalement décentralisée. Et l'Internet aujourd'hui, c'est un réseau de réseaux, donc par nature totalement décentralisé, et donc qui est une menace en fait, qui est un challenge pour l'appétit de concentration de pouvoir qu'on peut voir parfois au niveau de certains États ou de certaines plateformes. Le parti pris qu'on prend au McCord Institute et au sein du projet Liberty, c'est une question aussi de simple méthodologie, c'est d'organiser des tables rondes, c'est de faire en sorte que les acteurs de différentes communautés, de différents types d'expertise, les amener à travailler ensemble. Comment faire en sorte que ceux qui, par exemple, vont investir des capitaux dans l'innovation de demain se frottent au jugement d'un responsable de politique publique de différents ministères en amont de sa décision d'investir dans tel ou tel produit, dans telle ou telle solution technologique qui va conduire les usages de demain. Donc on a cette approche qu'on appelle multi-stakeholder en anglais, multi-acteurs en français, et qui peut sembler assez simple, mais en fait c'est un réflexe d'ouverture, de transparence qu'il a fallu aussi développer en termes de culture de la gouvernance au sein du secteur public. Les groupes de travail il y a 20 ans sur le numérique n'étaient pas multi-acteurs, ils le sont aujourd'hui. Donc plus on a des discussions ouvertes, plus on amène le consommateur autour de la table, plus on permet à n'importe quelle loi ou à n'importe quelle technologie demain de bénéficier en amont de ces points de vue multi-acteurs, le mieux on se portera à long terme. Et c'est ce qu'on essaye de faire au niveau de l'Institut. Alors, avec Jean-Gabriel Ganassia, on avait commencé justement à aborder cette problématique multi-acteur quand il évoquait son rôle, alors évidemment sa formation originelle d'informaticien ou de spécialiste de l'informatique, le fait qu'il se soit, qu'on lui ait confié la présidence du comité d'éthique du CNRS, donc qui est bien la recherche scientifique dans sa transversalité propre à cette institution. Comment est-ce qu'on fait pour concilier, marier, rassembler ces différentes approches quand on est dans quelque chose justement qui peut sembler aussi éloigné que la froideur technique de l'informatique avec des concepts comme l'éthique et donc en parallèle celui de la confiance. Je crois qu'il faut bien distinguer deux plans lorsqu'on parle de confiance et de numérique. On a affaire d'un côté à des objets techniques, d'un autre côté à des sociétés qui vont utiliser ces objets techniques et qui vont être transformés par ces objets techniques. J'aime un terme qui a été introduit par un philosophe italien, Luciano Floridi, qui est à Oxford, le terme de réontologisation. Ce qui fait le lien entre les hommes se réécrit avec le numérique. Pensons à l'amitié. C'est ancien, ça date d'Aristote, l'amitié. Aujourd'hui, sur les réseaux sociaux, on a affaire à de l'amitié. Est-ce la même chose ? Vous allez me dire, ah bon, d'accord, c'est pas la même chose. Encore que c'est pas évident d'ailleurs, de dire pourquoi c'est pas la même chose. Maintenant, on va prendre la réputation. La réputation, c'est ancien. Et aujourd'hui, en Chine, on fait un score de réputation. Alors, est-ce que c'est la même chose ? Et puis après, on peut aller plus loin, la confiance, la monnaie par exemple, c'est très ancien, mais avec le Bitcoin, c'est la même chose. Non, c'est pas la même chose. Donc tout ça pour bien montrer que le numérique a deux types d'aspects. Alors la première phase, c'est la phase technique. Et de cette phase, je pense qu'il faut faire attention, parce que une machine, a priori, on peut dire, on peut lui faire confiance, puisque on l'a construite, on sait ce qu'elle va faire. Et moi, en tant qu'informaticien, ce que je peux vous dire, c'est que ça a été le travail que l'on a fait au départ. On essaye de prouver
que des machines font bien ce qu'elles sont censées faire. Ça s'appelle la preuve de programme. On montre qu'on spécifie les entrées, on décrit les sorties, on décrit la relation entre les entrées et les sorties, ça s'appelle une spécification formelle. Et ensuite, on prouve un programme comme on prouve un théorème. Et là, les mathématiques nous assurent que le programme fait bien ce qu'il est censé faire. On a parlé tout à l'heure du métro, c'est ce qu'on a essayé de faire avec les algorithmes d'ouverture et de fermeture des portes du métro. Le problème, aujourd'hui, avec l'intelligence artificielle, c'est que on a affaire à des machines qui se réécrivent elles-mêmes à partir des données du passé. Et donc, on est un peu démunis. Alors pour ça, on n'est pas les bras ballants. Les scientifiques essayent d'affronter cette question-là. Bien sûr, ça ne peut pas se faire, je peux vous le dire, quand il y a des sommes énormes de données qui servent à l'apprentissage, qu'on appelle les masses de données, c'est-à-dire que c'est vertigineux en somme d'informations, et on a affaire à des programmes extrêmement complexes, donc on n'est pas capable de les prouver. Mais en revanche, ce que l'on peut faire, ce sont des tests. Et ce qu'on démontre mathématiquement, c'est que l'horizon, quand on fait beaucoup de tests, c'est presque comme de la preuve. Alors, on est en train, effectivement, de faire des progrès de ce point de vue-là. C'est une affaire technique, c'est la robustesse des systèmes. Mais puis il y a un deuxième aspect, et ça c'est plus l'aspect éthique, c'est se demander effectivement, cette nouvelle société dans laquelle on entre, est-ce qu'elle va pouvoir effectivement rétablir ce lien de confiance qui peut exister entre les hommes. Et donc effectivement, la notion de transparence que vous avez évoquée semble extrêmement importante. Mais justement, je crois qu'il faut bien distinguer deux choses. Il y a d'un côté, on a parlé tout à l'heure de by design, ce qui veut dire l'éthique dès la conception, ou la confiance dès la conception. Ça veut dire qu'au départ, on va tout mettre en œuvre pour que le système puisse inspirer la confiance. Mais bien sûr, l'éthique, ça n'est jamais uniquement ce qui se passe au début. L'éthique, c'est aussi l'ouverture à l'inconnu. L'ouverture, avait un très beau texte de Jacques Derrida qu'il avait prononcé à la Sorbonne en 1994, c'était « ce qui vient, celui qui vient ». L'éthique, justement, c'est bien sûr être préparé à être surpris par ce qui va advenir. Et c'est toute la difficulté, je crois, c'est que ces technologies, à la fois, on peut prendre garde et faire attention à ce qu'il n'y ait pas de dérive, mais il faut aussi être capable de s'ouvrir au mode d'appropriation de ces technologies qui nous surprennent. Alors je vais vous donner, il y aurait de multiples exemples, mais on va prendre un exemple. Vous vous souvenez des réseaux sociaux ? Quand ils ont commencé, c'était tout à fait sympathique. Des jeunes gens brillants des universités qui utilisaient les outils informatiques pour aider les bandes de copains à se réunir. Et rencontrer des filles. Et rencontrer des filles. En les notant. Et en les notant, il y avait des côtés moins agréables que ça, effectivement. Mais peu importe. De loin, ça avait l'air plutôt sympathique. Et puis on se rend compte ensuite, 10 ans plus tard, parce que c'est pas très vieux, les réseaux sociaux, on se rend compte 10 ans plus tard que tout d'un coup, ça devient extrêmement important et que la politique se fait avec ces réseaux sociaux, que ça détruit le tissu social, ce que explique Frances Haugen, ou que des hommes politiques à la tête du monde, les instrumentalisent à leurs propres fins. Et c'est bien sûr ce à quoi il faut s'ouvrir. Toutes ces technologies, il faut à la fois essayer d'éviter qu'elles soient mauvaises, mais en même temps, il faut leur regarder, avoir toujours l'œil sur ce qui est en train de se faire pour éviter toutes les dérives. Merci. Alors, effectivement, lorsque Jean-Gabriel Ganassia parle de ces activités historiques, humaines, on pense évidemment au commerce. Alors, c'est amusant parce que pour faire le lien avec les deux sujets et l'expertise de Marie-Evin, c'est que on avait inventé la recommandation sociale, c'est-à-dire que les commentaires, chacun devait pouvoir éclairer quant à un achat, quant à un commerçant pour dire son avis, et que on avait la promesse d'une utopie où les vrais gens diraient la vérité sur un produit, sur un commerçant, et donc on serait totalement informé sur la réalité de la qualité de celui-ci. Et puis on a inventé les faux avis, on a inventé ensuite les usurpations de manière à créer une illusion de confiance, et est venu un peu comme l'effet de balancier, les avis certifiés. Donc on voit qu'il y a une espèce d'enchaînement continu par rapport à des dysfonctionnements, des dispositions de correction qui essayent de se mettre en œuvre.
le métier historique, évidemment, on commerce depuis que peut-être qu'il n'y a que 2 êtres humains sur cette terre, il y a du commerce. Donc comment est-ce que, d'ailleurs une entreprise comme Cdiscount a été créée nativement sur le numérique. Donc comment est-ce que par rapport à cette conception originelle par le numérique, ça a été pris en compte en termes de conception d'activité par rapport à un métier qui était historiquement connu et documenté? Aujourd'hui, le e-commerce d'aujourd'hui, ça n'est pas le e-commerce d'il y a 20 ans. Et donc, les questions de confiance qui se posaient il y a 20 ans, c'était assez basique. C'était est-ce que je vais recevoir mon produit et est-ce que on n'est pas en train de piquer mon numéro de carte bleue. C'était juste ça. Et vous, est-ce que vous allez être payé? Oui. C'est vrai, vous avez raison. Aujourd'hui, en fait, Internet pose une question d'intensité. C'était un usage limité qui s'est développé. Aujourd'hui, ça irrigue toutes nos vies, notre quotidien. On se lève le matin, beaucoup d'entre nous attrapent le smartphone. Moi, je me sentais beaucoup plus libre quand le téléphone avait lui-même un fil que depuis qu'il n'en a pas. Donc, tout ça fait que le numérique est au cœur de nos vies. Et en fait, ce qui pose la question de la confiance, et je vais revenir dessus, c'est le fait qu'aujourd'hui, ce numérique-là, il est aux mains de quelques-uns. Et je reviens sur ce que disait Constance. La régulation, vous parlez de régulation. Internet, quand on regarde les 20 dernières années, au début, il n'y a pas de régulation. Parce qu'en fait, il y a une croyance qui dit que comme ça n'est pas matériel, qu'il n'y a pas de territoire, le droit qui est fondamentalement fondé sur la notion de territoire et d'emprise matérielle ne peut pas s'appliquer. Donc c'est une zone de non-droit. En tout cas, c'est ce que l'on pense. Et puis, petit à petit, loi sur la confiance dans l'économie numérique, et d'ailleurs le titre de la loi est évocateur, le droit classique commence à essayer de rattraper les usages du numérique. Voilà. Et puis, ces toutes dernières années, on voit que le droit général rattrape la vie sur Internet, et c'est normal, et on voit un droit spécial qui se crée sur l'Internet, le e-commerce notamment, sur les plateformes en particulier, avec en plus une approche qui est une approche de régulation horizontale, c'est-à-dire on traite exactement, et le régulateur aujourd'hui traite exactement de la même manière, un moteur de recherche, donc Google pour ne pas le citer, qui a 99% de part de marché, des réseaux sociaux comme Facebook, Twitter, ou des marketplaces comme Cdiscount qui vendent des grille-pains. Je ne dis pas que il n'y a pas des enjeux, notamment de sécurité produits chez nous. Ce que je veux dire, c'est qu'il y a certaines plateformes qui posent des questions de liberté d'expression, de démocratie, de pluralisme, et on l'a vu à la faveur d'élections aux États-Unis, on connaît tout ça, et pour autant, le régulateur traite le sujet exactement de la même manière. Et là, où je vous rejoins, Constance, c'est qu'en fait, on est mal connu. Et en fait, je pense qu'un Internet de confiance, ça passe par la connaissance. Et on a beaucoup parlé ce matin jusqu'à présent de la connaissance des consommateurs, des utilisateurs, bien sûr, et ça, c'est déjà hyper réglementé. En revanche, on ne parle pas de la connaissance des régulateurs. Et ça, c'est absolument cardinal. Moi, je suis dans l'Internet depuis 20 ans. Je peux vous dire que ça fait 4-5 ans que j'ai des interlocuteurs qui comprennent ce que l'on fait. Comment voulez-vous avoir une régulation pertinente quand les régulateurs n'ont pas cette connaissance fine de qui nous sommes? Je donne un exemple très précis. Le RGPD. Le RGPD, c'est une avancée majeure dans la protection des données, mais pas que. Ça protège... Pardon, juste un mot, donc un règlement général sur la protection des données, qui est un texte qui est entré en vigueur en 2018 Exactement. Au niveau de l'Union européenne pour protéger et fixer des responsabilités dans les entités privées publiques qui détiennent des données personnelles. Données personnelles, c'est une donnée qui permet d'identifier quelqu'un ou de le rendre identifiable. Voilà. Et donc ce texte est toujours présenté à travers son objectif de protection du citoyen. Ce texte, il prévoit une disposition qui dit que tous les acteurs qui ne sont pas en Europe, mais qui visent un citoyen européen, est également soumis au RGPD. Et en faisant ça, le RGPD, c'est aussi un texte qui régule le marché. Ça, les régulateurs qui appliquent le texte ne le voient pas, ne l'appliquent pas comme ça. Très concrètement, on a un texte européen qui est venu mettre au même niveau Cdiscount, Amazon, Google, Quant, donc les GAFA avec les solutions françaises ou européennes alternatives. Ce texte-là,
il est appliqué concrètement par la CNIL en France, par l'équivalent de la CNIL au Luxembourg pour ce qui concerne Amazon, pour l'équivalent de la CNIL en Irlande pour ce qui concerne Google. Le problème, c'est que la CNIL française est extrêmement sévère, avec des positions extrêmement claires et extrêmement précises sur des sujets d'usage sur la donnée, que ce faisant, elle contraint l'utilisation de la donnée pour les entreprises françaises que nous sommes. Le Luxembourg, l'Irlande sont aisants sur ces sujets, donc les GAFA sont libres. Donc en fait, ce que le RGPD a créé, c'est une distorsion de concurrence monumentale, où aujourd'hui les acteurs français et européens qui sont une alternative, et avoir confiance dans le numérique, c'est pouvoir changer de fournisseur de services. Ça passe absolument par ça. Ça n'est pas que ça, mais ça passe absolument par ça. Et donc les régulateurs aujourd'hui n'organisent pas ce qu'on appelle le level playing field, c'est-à-dire un terrain de jeu égal pour tous les acteurs. Sachant en plus qu'aujourd'hui on est face à des acteurs américains, chinois, les Chinois ferment leur marché, donc permettent aux acteurs nationaux de grandir sans concurrence aucune. Les Américains ont des systèmes d'aide à la croissance, de soutien à la croissance qui sont tout à fait interdits en Europe, de protectionnisme qui sont tout à fait interdits en Europe. Donc il y a une forme de naïveté européenne jusqu'à présent qui a favorisé l'émergence de ces acteurs, l'arrivée de ces acteurs en Europe. Et donc concrètement, on est un peu nous au milieu du terrain d'affrontement entre les Américains et les Chinois. Je vois que au niveau de l'Union européenne, les régulateurs ont compris. Il y a le DMA qui vient de sortir, qui va venir réguler les marchés, mais ces entreprises-là sont déjà plus puissantes que des États. Et franchement, j'espère que ça n'est pas trop tard. Et au-delà des sujets techniques qui vont venir apporter de la confiance, et vous avez raison de les souligner, comment on conçoit le privacy by design, et évidemment c'est fondamental, mais privacy by design, si vous n'avez que des acteurs étrangers plus forts que des États qu'on n'arrive pas à réguler, vous allez pouvoir écrire toutes les régulations que vous voulez, on n'aura pas un Internet de confiance. Je voudrais juste rajouter un tout petit mot pour aller dans votre sens, pour qu'on comprenne bien. Une régulation, on a l'impression qu'elle va s'appliquer à tout le monde de la même façon. Une régulation européenne, c'est 27 transcriptions différentes. Et ces transcriptions, selon les États, elles sont plus ou moins laxistes. Et effectivement, la France, qui est la championne sur les questions de protection des données personnelles, est beaucoup plus exigeante que les autres États européens. Je crois qu'il faut insister là-dessus. Et juste pour compléter, oui. Je ne m'inscris pas en faux contre la dureté de la CNIL. Ce que je dis juste, c'est la même règle pour tous. Si c'est celle de la CNIL, moi ça me va très bien, mais il faut que tous les acteurs la respectent de la même manière. Alors, peut-être comme deux précisions, le fait que ce soit un règlement, c'est bien le même texte qui s'applique dans l'ensemble des pays de l'Union européenne, ce serait une directive, il y aurait une loi de transposition par pays qui considérerait une marge d'adaptation en fonction de ce que les parlements nationaux voteraient. Donc le fait que le règlement général sur la protection des données est donc un règlement, c'est bien le même texte qui s'applique. Alors, pour dire qu'il est important d'avoir les explications de contexte, c'est que si vous regardez, puisque le RGPD est entré en vigueur au mois de mai 2018, on a un bilan aujourd'hui de ce que les commissaires à la protection des données, donc en France la CNIL ou son homologue irlandais, luxembourgeois, grec ou espagnol, ont attribué comme amende au titre des contraventions au RGPD. Et c'est vrai que si vous regardez ce tableau par 27 pays, l'Irlande et le Luxembourg sont les pays qui octroient les amendes les plus lourdes, c'est-à-dire au total des amendes posées. La seule chose, alors vous pourriez vous dire effectivement que l'Irlande et le Luxembourg sont au contraire d'une sévérité bien supérieure à celle de la CNIL française. En fait, c'est qu'il est vraisemblable que pour les mêmes contraventions, même si ce sont des sommes les plus importantes de l'Union, il est vraisemblable que les commissaires à la protection d'autres pays que l'Irlande ou le Luxembourg auraient attribué des sanctions beaucoup plus onéreuses pour les acteurs. Et en plus, la Commission européenne a fait un petit rappel au Luxembourg et à l'Irlande qui prononçaient des amendes, mais n'en réclamaient pas le paiement. Un oubli sans doute. Et donc effectivement, parce que quand votre modèle économique n'est pas sur les amendes, mais sur la fiscalité, il faut être pas mal aimable avec les gens que vous hébergez et que vous accueillez. Mais c'est vrai que c'est pour ça que quand on regarde les chiffres, il faut bien comprendre le contexte. Il y a certes le plus haut montant d'amendes, mais soit ils ne sont pas
récoltés, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas sollicités, mais c'est surtout que si on avait les mêmes infractions commises dans d'autres pays de l'Union, il est vraisemblable, parce qu'on peut choisir en quelque sorte son pays dans lequel les commissaires à la protection des données auprès desquels on va signaler la perte ou le vol de données, en tout cas les infractions au règlement général. Donc ça, effectivement, l'explication de contexte, mais ce que vous évoquez là, c'est la concurrence entre les États européens que seule une situation de fédéralisme pourrait envisager de remettre en cause. Mais dès lors que les États sont autonomes dans leur politique fiscale et, enfin, en tout cas, dans leur capacité d'attractivité et qu'elles sont donc en concurrence les uns avec les autres, bah, effectivement, il y a ce beauty contest, ce concours de beauté. Je ne partage pas tout à fait votre avis parce que, précisément, le principe du règlement vient gommer normalement, mais c'est pour ça que j'évoquais l'interprétation de contexte. Donc, même si on allait dans du fédéralisme, je pense qu'on aurait à peu près les mêmes effets. Le sujet, c'est que le régulateur qui applique n'est pas un régulateur centralisé. On voit les choses d'ailleurs un peu bouger dans les derniers textes communautaires sur le DMA, en particulier, qui vient réguler le marché, où là, la Commission prend un rôle que jusqu'à présent, elle n'avait pas. Voilà, donc ça, c'est intéressant de voir ces mouvements-là, parce qu'aujourd'hui, le RGPD, du point de vue du marché, est un échec. Non, quand je disais le fédéralisme fait qu'il n'y aurait qu'un seul budget et donc les États ne seraient pas concurrents entre eux. Il n'y aurait qu'une instance fiscale et une instance sur la protection des données. C'est pour ça que là, il y aurait ce centralisme qui éviterait la concurrence des uns et des autres. Comment est-ce que, en termes de travaux de recherche, on doit forcément situer des travaux de recherche en intelligence artificielle dans un contexte économique. Je dis ça parce qu'il y a forcément les instances à l'origine de choix technologiques sont en général des investisseurs. Donc comment est-ce que, parce que la particularité des travaux dans l'intelligence artificielle, c'est quand il y a des déclinaisons qui ont des finalités commerciales, marchandes. Parce qu'il y a quand on parlait de la voiture autonome, il y a donc des constructeurs ou des gens qui veulent arriver sur ce marché qui investissent. Comment est-ce qu'on fait pour justement prendre en compte cette question de la monétisation dès l'origine, sachant qu'il y a de l'innovation, évidemment, il y a de la consommation d'outils d'intelligence artificielle, mais on voit bien qu'il y a quand même une perspective marchande qui n'est pas problématique en soi, mais qui forcément exige une logique à terme de retour sur investissement. Donc on conçoit aussi l'intelligence artificielle, pas uniquement comme étant une performance technique, mais très bien, mais comment est-ce que ça va permettre de mieux travailler ou de mieux optimiser les gains du commanditaire initial ? Alors, je ne sais pas justement si le fait qu'on ait un axe unique de monétisation ne soit pas le problème en fait du numérique digne de confiance. Si on reprend l'histoire assez célèbre de Facebook où des annonceurs qui cherchent simplement à maximiser le nombre de clics, c'est-à-dire en fait au départ de Facebook, au départ de la publicité, l'idée c'est de maximiser la chance que quelqu'un clique sur une publicité. Donc pour faire ça, en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'ils ont cherché donc Facebook ou les réseaux sociaux, c'est très connu, ont cherché simplement à optimiser quelque chose, une mesure. Et donc, pour monétiser, justement. Et donc, la mesure, c'était l'investissement du client, l'investissement de la personne devant son ordinateur dans ce qu'on lui présente. Et cet investissement, en fait, ils ont essayé de chercher ce qu'ils pouvaient faire. Et la chose la plus simple, c'est simplement cet engagement, c'est à quel moment, combien de temps, on va passer sur le site web et on va cliquer de page en page. Donc, c'est simplement le nombre de clics et le temps qu'on va passer à lire des infos. Donc, ça paraît comme quelque chose de très bien pour monétiser, mais en fait, si on cherche à optimiser cette valeur pour essayer d'estimer la qualité des informations qu'on va présenter à l'utilisateur, en fait, on va optimiser uniquement un point, c'est son engagement, mais son engagement, il n'est pas forcément positif ou négatif. On peut lui montrer des chatons, mais on peut aussi lui montrer des fausses informations. On peut lui montrer des choses qui vont choquer ou des choses qui vont cliver pour que la personne s'engage. Et ça a été la naissance, ça a été un effet de bord de ce qui était prévu au départ, et où en fait sont nés les fake news. Et aujourd'hui, sur les GAFA, sur YouTube, sur les plateformes comme ça, on va vous montrer des vidéos dont on se fiche de la véracité, parce que c'est pas ce qu'on cherche à optimiser. On cherche pas à optimiser quelque part le bien-être de la société à long terme. On cherche simplement à optimiser un point, qui est l'engagement d'une personne pour faire plaisir aux annonceurs. Et donc, et ça, c'est un problème plus global. C'est un problème qu'on a en intelligence artificielle qui est très technique. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on a un système qu'on va chercher à optimiser sur un élément, on va oublier la globalité en fait du problème et donc ce qui peut se passer à plus long terme. Par exemple, vous utilisez tous Google ou Waze pour vous diriger, très bien, c'est un gain en fait, mais on est tous
petit à petit en train de perdre la capacité à se diriger dans une ville. Donc on perd une capacité qui était là dans l'humain depuis très longtemps. Et il y a fort à parier, alors peut-être que Jean-Gabriel, tu as regardé ça, mais il y a fort à parier que dans plusieurs années, on soit incapable de se localiser dans une ville. Moi, quand j'ai déménagé à Bordeaux, j'ai mis beaucoup de temps à comprendre où étaient les éléments parce que je me fiais uniquement au GPS. Il a fallu que je le pose, que j'essaie de me perdre un peu pour comprendre en fait comment la ville était. Donc ça, c'est vraiment un problème et c'est quelque chose de historiquement très ancien. C'est le bon génie, plutôt mauvais génie, qui va exaucer un vœu. C'est cette fonction d'optimisation. Il va vous dire, voilà, qu'est-ce que tu veux? Et on va lui dire, je veux être l'homme le plus riche du monde. Ok, très bien, je vais réaliser ton vœu. Mais ce génie, il va aussi vous faire vivre un enfer. C'est-à-dire que vous allez être la seule personne sur Terre avec une pièce de 1 euro. Donc vous serez effectivement la personne la plus riche au monde, tout en vous faisant vivre un enfer. Et c'est exactement le risque qu'on a devant les technologies, c'est-à-dire qu'à chercher à optimiser un seul élément, on en perd la globalité. Et moi, j'ai envie de dire que le numérique digne de confiance, ce qui rejoint les problématiques à plus long terme de ces enjeux, c'est plutôt essayer de prévoir ce qu'on n'a pas prévu et de voir dans quelle direction, en fait, on risque d'aller à long terme. Voilà, donc ça, c'est justement, je pense que se fier uniquement à la monétisation, c'est quelque chose de très dangereux. Et donc, dans l'école d'ingénieurs de Bordeaux NP, je suis directeur de la filière informatique, on a intégré à tous nos ingénieurs des cours d'éthique, évidemment, maintenant, pour qu'ils essaient d'anticiper, non seulement, je vais dire, une éthique de base qui est où sont les données, c'est-à-dire qu'est-ce que ces données sont accessibles, mais aussi de voir si l'outil que je suis en train de développer ne va pas avoir un impact néfaste potentiel sur ce que je cherche à faire. Alors, Guillaume Bitron, vous avez vu que Laurent Simon a repris ce terme d'enfer. Donc, vous voyez, il y a une solidarité par rapport à votre éditeur. Mais sur cette thématique, comment est-ce que, sur l'économie, est-ce que vous avez le sentiment que vos interlocuteurs, quand vous avez fait vos 2 ans, Marie expliquait qu'effectivement, elle avait des interlocuteurs dans les pouvoirs publics de manière assez récente qui étaient au fait des différentes thématiques. Est-ce que quand vous avez fait vos 2 ans d'enquête sur ce suivi de ce like, vous avez eu l'impression que vos interlocuteurs étaient conscients de cette globalisation ou qu'ils étaient quand même très dans la seule maîtrise de leur petit segment qui les concernait immédiatement? Je pense plutôt au deuxième point. Je pense que c'est difficile d'avoir une vision très globale de ce sujet-là, et en plus, si juridiquement, légalement, vous pouvez juste vous en tenir à votre périmètre de responsabilité, vous ne le dépassez pas. Et donc, non, mon sentiment a été qu'il y avait une difficulté à avoir une connaissance globale de ce sujet-là, transversale, transdisciplinaire, de remettre ça dans un contexte historique et même philosophique. Moi, je vais vous dire quelque chose. Je fais ce métier depuis 15 ans et je trouve souvent que quand on aborde un sujet sous un angle strictement économique, il y a un énorme appauvrissement de la pensée. Quand c'est uniquement regardé sous cet angle-là, on ne voit plus rien d'autre. Et je me rappelle une fois un documentaire pour Canal+ que je réalisais sur les frontières intelligentes, frontières numérisées, avec tous les enjeux que ça peut poser, de se protéger avec diverses technologies de drones numériques pour pouvoir se protéger des migrations. Ce sont des technologies de guerre, hein, mais qui ne servent plus pour la guerre parce qu'on ne se fait plus la guerre. Et en fait, c'est du militaire qui bascule vers le civil. Enfin, on ne se fait plus la guerre. On se fait de la guerre depuis le 24 février, mais jusqu'au 24 février, on était plutôt dans un âge extrêmement paisible de l'histoire de l'humanité. Paradoxalement, contrairement à ce qu'on peut imaginer. Et donc en fait, je me rappelle m'être retrouvé face au directeur marketing, je crois, d'une grande entreprise de la défense, que je ne citerai pas, et puis je posais ces questions, mais je remettais ces technologies en contexte avec les enjeux humains, sociaux, géopolitiques, et lui, son approche était strictement économique. Il y a des parts de marché, si on les a pas, c'est les Israéliens, c'est les Américains qui sont en avance sur nous. Et la remarque que je me faisais, c'était mais quel appauvrissement de la pensée, parce qu'après, il n'y a plus de débat, en fait. Voilà. Et c'est peut-être aussi la chance de mon métier, c'est que si jamais je vais faire un reportage économique dans une ville africaine, mais que j'ai pas passé un temps conséquent, non pas dans le centre économique pour raconter la croissance de telle ville africaine, mais dans la banlieue pour raconter les laissés pour compte de ce mirage-là, ou de ce modèle-là, mon éditeur, mon rédacteur en chef me renvoie sur le terrain en me disant tu n'as pas fait le travail en fait. Et donc on a cette approche dans notre métier
dossier qui est extrêmement pluridisciplinaire. Et je dois avoir en fait une approche multidisciplinaire d'un sujet, et ce qui fait sa richesse. Et je n'ai pas pu forcément avoir cette approche avec un seul acteur. Il a fallu que j'aille les chercher tous séparément et qu'après je fasse ma synthèse à moi. Voilà. Et j'espère que je réponds à votre question. Merci. Alors, de manière à respecter une des règles aussi de cette Université de la Terre, donc c'est évidemment si vous aviez des questions, remarques ou commentaires, n'hésitez pas à vous manifester bruyamment si je ne vous voyais pas. Si je vous vois, voyez, demandez, vous serez exaucé, dit l'autre. Alors, je pense que vous avez un micro devant vous. S'il fonctionne, est-ce qu'il s'éclaire ? Il s'éclaire. Donc, si vous allez juste vous présenter et nous faire une question synthétique. Merci, monsieur. Bonjour, merci à vous. Jean-Mathieu Richer. Je suis cadre dans une entreprise, pas spécialiste du numérique. J'avais une question que je ne peux pas m'empêcher de poser à monsieur Ganassia. Le cas Twitter, comme vous êtes président du comité éthique de Pôle emploi, est-ce que là, on n'est pas justement dans un cas qui remet en cause fortement la confiance qu'on peut porter dans le numérique, avec ce qui s'est passé chez Twitter? Ça m'intéresse d'avoir votre réaction. Et une question pour monsieur Simon. Vous disiez que les algorithmes, l'intelligence artificielle pouvait éviter de faire des discriminations, mais les algorithmes sont écrits majoritairement par des hommes. Donc est-ce qu'on ne va pas retrouver dans l'écriture des algorithmes de la discrimination? Et du coup, est-ce qu'il n'y aurait pas besoin effectivement de mettre en place dans toutes les entreprises des comités éthiques sur les algorithmes, notamment, alors je pense à un autre sujet qui est Parcoursup. Tout le monde s'interroge, je ne sais pas où on en est, mais je pense que tout le monde s'interroge sur les algorithmes derrière Parcoursup. C'est écrit par des hommes. Est-ce qu'à un moment, on n'aurait pas besoin d'avoir un regard extérieur sur ces algorithmes? Alors, merci pour votre question sur Twitter. Comme vous, j'ai vu ce qui s'est produit ces derniers temps, et en particulier le rachat par Elon Musk de Twitter, avec une volonté manifeste de mettre la main dessus et de gouverner avec, en tout cas, de prendre un ascendant politique avec la propriété de ces réseaux sociaux. Quand j'ai parlé de défiance, c'est de ça dont je voulais parler, c'est-à-dire qu'effectivement, il faut voir la réalité telle qu'elle est et pas simplement telle qu'on la désire. Je crois que c'est vraiment extrêmement important. Ce sont des outils d'influence vraiment considérables. Alors moi, il se trouve que j'ai croisé un certain nombre de responsables de ces GAFAM, et ils sont pris d'une espèce d'hubris, c'est-à-dire de vertige devant la démesure. Ils ont le sentiment qu'en bougeant quelques paramètres, ils sont capables de transformer l'opinion mondiale. Et effectivement, on l'a évoqué tout à l'heure, vous savez que Frances Haugen, qui est une ancienne employée de Facebook, expliquait comment Facebook manipulait les paramètres pour encourager les messages qui véhiculaient de la colère, parce qu'ils étaient plus addictifs et ils conduisaient à un flux d'informations plus important. Et je voudrais terminer en disant que le grand problème aujourd'hui du numérique, c'est qu'effectivement, si la rentabilité est liée au nombre de messages qui sont transmis, parce que ça veut dire qu'il y aura plus de publicité, qu'il y aura plus de recettes, on connaît bien sûr les outils du journalisme, c'est connu depuis extrêmement longtemps. Plus une information est surprenante d'un côté, plus elle vous plaît de l'autre, plus vous allez l'encourager. Et donc ce sont effectivement ces recettes qui sont à l'œuvre dans les réseaux sociaux. Elles sont d'autant plus pernicieuses que, à la différence de ce qui se produisait avec le broadcast, c'est-à-dire la diffusion large, on avait un même message pour tout le monde, tandis que là, on peut, avec des outils d'intelligence artificielle, cibler des sous-populations et leur donner exactement ce qui leur plaît et ce qui les surprend. Sachant que le broadcast, c'était donc la chaîne de télévision, de radio, et qu'également la consommation se faisait en public. C'est-à-dire que se faisait, on regardait l'écran familial de télévision, et donc vous aviez plusieurs personnes qui pouvaient discuter l'information telle qu'elle arrivait, alors qu'effectivement la consommation sur le seul terminal mobile fait que la personne la reçoit ciblée de manière totalement individuelle. Si je peux juste ajouter quelque chose, parce qu'on avait fait des travaux à l'Internet Society à l'époque, justement... Ah pardon, excusez-moi. Sur la consolidation de l'économie numérique et en regardant ce que vous décriviez à juste titre, et peut-être pour injecter une petite note d'espoir dans notre matinée, surtout que c'est le week-end.
il faut aussi se rappeler, parce qu'on a cette idée en fait qu'on est prisonnier et on a l'impression que les opinions publiques se sentent un petit peu désarmées. Voilà, c'est pas très encourageant, mais je veux quand même rappeler que il y a quelques années, on pensait qu'il y avait des monopoles bien installés. Il y avait d'autres plateformes. Il y avait MySpace, il y avait Yahoo, mais en fait, c'est pas impossible que ceux qui semblent dominer aujourd'hui disparaissent demain. Donc j'ai assez confiance en fait dans la possibilité que les utilisateurs, que les citoyens, du jour au lendemain, migrent vers d'autres solutions, d'où l'importance de développer des solutions de régulation, mais aussi des solutions innovantes avec des protocoles nouveaux. Nous, au McCord Institute et au Project Liberty, on a développé ce protocole, le Decentralized Social Networking Protocol, et il y en aura sans doute d'autres qui vont peut-être permettre l'émergence d'autres plateformes, d'autres services, d'autres réseaux qui redonneront la main aux utilisateurs. Je voudrais qu'on ait un petit peu d'espoir tout de même, notamment avec tous ces merveilleux chercheurs qui travaillent et qui sont sur le panel aujourd'hui. Merveilleux chercheur. Là, pour répondre à la deuxième partie de question. Pardon. Oui, alors, donc là, c'est ce que j'avais dit en préambule, c'est-à-dire que les biais sont de toute façon existants. C'est-à-dire, donc là, la question, elle est double. C'est-à-dire, est-ce que du fait que la majorité des ingénieurs ou des développeurs informaticiens soient des hommes blancs, occidentaux ou américains, est-ce que ça pose un problème? Évidemment, oui. D'accord, ça pose un problème. Par contre, c'est une vraie, profonde prise de conscience. Et donc, le problème que vous évoquez, c'est un problème qu'on a aussi en santé. C'est-à-dire que la reconnaissance de pathologies sur les radios est plutôt à l'axe, enfin, plutôt pour des hommes blancs occidentaux. Si vous n'êtes pas dans ce cadre-là, les précisions, les performances des outils qui ont été développés ne sont plus les mêmes. Donc, c'est quelque chose qui est présent et c'est quelque chose qui est sur lequel on travaille réellement. Et donc aujourd'hui, on est capable de concevoir des outils qui vont vérifier qu'il n'y a pas de biais. D'accord. Donc l'exemple le plus pertinent, peut-être à Cdiscount, tu pourras en reparler, mais c'est effectivement dans le prêt bancaire, faire en sorte que le genre n'intervient pas dans la fixation du plafond. Voilà. Donc ça, c'est un premier élément. Il y a vraiment un espoir algorithmique et on travaille dessus et on forme nos ingénieurs pour avoir ça. Ensuite, de manière plus pernicieuse, le problème, c'est que le problème de l'IA, c'est nous. D'accord. C'est pas cet outil qui est problématique, c'est ce qu'on en fait. Et même de manière encore plus fine, quelque part, c'est le politique. Parcoursup, le problème de Parcoursup, c'est pas l'algo, c'est le fait qu'il n'y a pas de place. D'accord. En fait, le politique va dire c'est la faute à l'algorithme, hein, c'est pas moi. Mais non, justement, Parcoursup, c'est un progrès énorme. C'est-à-dire que Parcoursup fait, et c'est prouvé, exactement ce que la loi dit. C'est-à-dire que le pourcentage de boursiers dans les académies, le pourcentage d'élèves extérieurs est exactement ce qu'on veut. Le problème, c'est que chaque université fait un tri, en fait, opaque, mais ce n'est pas un algorithme, c'est un fichier Excel. D'accord. Ils vont regarder quels sont les élèves qui sont issus du lycée qui étaient à côté. Ils vont un peu biaiser. Mais l'algorithme Parcoursup est un vrai progrès. Par contre, il y a des effets de bord qui n'étaient pas prévus, c'est-à-dire que maintenant, un étudiant peut fixer 10 vœux un peu partout en France sur exactement la même spécialité. Et donc, un élève qui est très très bon dans sa classe en maths va avoir l'impression qu'il peut avoir accès à une formation d'élite. Or, en fait, avant, il n'avait pas accès. Parce qu'il restait dans sa région. Et donc, tout d'un coup, il y a une boucle de rétroaction qui donne une image nationale à une décision locale qui était là avant. Mais encore une fois, le problème de Parcoursup, c'est pas l'algo, c'est pas l'IA, c'est le politique qui met pas ce qu'il faut pour qu'on réponde dans les faits. Et justement, le politique va avoir tendance à accuser les algorithmes en disant, le politique a tendance à dire un peu ce qu'il veut, donc il va accuser les algorithmes parce que c'est beaucoup plus simple et parce que ça fait peur, l'algorithme. Et puis ça vote pas. Madame. Nathalie Labrousse, je suis chef de projet dans le numérique éducatif. Et j'ai moi aussi 2 questions, je vais faire très bref. À Monsieur Simon pour la question justement sur l'IA, et vous aviez parlé de la justice et de la médecine. Et de est-ce qu'on a envie de faire confiance justement à une IA parfaite qui n'aurait pas de biais. Moi j'ai envie de dire qu'il me manque la diversité. Enfin, j'avais envie de poser une question sur, j'ai l'impression qu'on a l'IA va analyser
et donner effectivement la meilleure réponse, mais j'ai l'impression qu'il n'y a plus qu'une seule réponse et ça me fait un peu peur, voilà, autour de l'idée d'unicité. Et la deuxième question, c'est pour Madame Evin. J'espère que je prononce bien votre nom pour Cdiscount. Je voulais savoir, est-ce que vous prenez en compte justement les problématiques liées à la surconsommation à laquelle nous incite Internet? Alors, juste pour compléter, quand on a accéléré, nous, sur l'IA, on a créé un comité éthique et IA pour se poser la question de nos usages et de mettre de l'humanité dans la machine. Et une des décisions que vous évoquiez, c'est que sur Cdiscount, 40% des commandes est passé en paiement en 4 fois. Donc c'est absolument colossal. Le crédit bancaire, et ça c'est universel, les femmes ont moins accès que les hommes parce qu'elles gagnent moins, parce qu'elles travaillent moins longtemps, parce qu'elles passent à temps partiel, parce qu'elles sont handicapées dans la carrière par les maternités, enfin toutes les raisons qu'on connaît. On a pris la décision, pour nos outils de scoring qui sont basés sur de l'IA pour octroyer les paiements en 4 fois, de supprimer le genre. Et donc, mon message, c'est qu'en fait, je crois que le message d'espoir pour nous qui sommes Français et Européens, c'est la culture. Quand on regarde les universités américaines, il y a des cours pour apprendre à rendre les consommateurs addicts. Donc, c'est des cours de neurosciences pour expliquer comment je génère du plaisir dans le cerveau pour revenir. Quand vous tapez sur votre WhatsApp et que vous avez les 3 petits points de l'interlocuteur en face et que vous voyez qu'il est en train de vous répondre, ces 3 petits points, ils sont arrivés il y a quelques années, ils n'étaient pas là au début. C'est une évolution pour qu'on ait sûr que vous restez bien sur votre écran et que vous soyez collé à votre écran. Ça, je crois que dans notre culture, et en France, avec la culture des droits de l'homme qui est la nôtre, on a cette chance-là de prendre ces sujets du bon côté et en le prenant avec les perspectives que vous évoquiez, Mathieu, tout à l'heure, ou que vous évoquiez aussi, c'est l'éthique, les droits de l'homme et adjoindre toujours l'homme à la machine. Voilà. Je voulais passer ce message-là sur la surconsommation. Alors de toute façon, quand on vend des produits, on se pose toujours la question de la consommation. Nous, on a fait notre impact, alors carbone qui est un raccourci parce que l'impact, il n'y a pas que le carbone, comme toute entreprise qui propose des biens à la consommation, 92% de nos émissions, ce sont les produits, 6% c'est la livraison, e-commerce, 1% c'est notre vie de bureau et c'est curieux, mais le 1% qui reste, c'est le numérique. Donc en fait, le numérique est finalement relativement réduit. Quand on voit ces résultats-là, notre travail au quotidien, c'est de réduire notre impact et de réduire l'impact de la consommation. Comment on fait ça? D'abord, on fait ça parce qu'on fait des mesures qui vont, je pense, au bout de la planète pour bien prendre en compte, et j'ai lu votre ouvrage, donc je vois bien le message que vous passez, d'aller au bout des choses, de bien regarder les analyses de cycle de vie des produits et de regarder comment le produit est fabriqué, avec quelles ressources il est fabriqué, par qui il est fabriqué, dans quel pays il est fabriqué. Donc tout ça, nous l'avons pris en compte pour mesurer ces impacts-là. Et ce que l'on développe aujourd'hui, c'est notre transition vers un autre mode de consommation. On a déployé un programme de produits plus responsables pour flécher nos clients vers cette consommation-là. Très concrètement, on a lancé le programme il y a 18 mois. Il y a 18 mois, les produits représentaient à peu près 10% du volume d'affaires de Cdiscount, qui est environ de 4 milliards. En 18 mois, on est déjà passé de 10 à 12%. Et on a un objectif de 15% l'année prochaine. Et c'est ça la transition, en fait. C'est de regarder comment on modifie ce que nous, on appelle notre mix produit et qu'on arrive à proposer une consommation différente parce que les produits sont mieux disants, parce qu'ils sont plus réparables, parce qu'ils sont reconditionnés. Aujourd'hui, il y a un téléphone sur 4 vendu sur le site Cdiscount qui est un téléphone reconditionné. Il y a 10 ans, on ne regardait pas ça. Le succès est tel qu'on est passé au PC. Donc aujourd'hui, il y a un PC sur 10 vendu sur le site qui est un PC reconditionné. Et donc notre travail aujourd'hui, c'est d'aller regarder quels sont les marchés où les produits peuvent avoir une seconde vie. Exemple, la puriculture. Cette année, on a développé un partenariat avec une start-up qui s'appelle Bicou. Une poussette, pour tous ceux qui ont des enfants dans la salle, vous savez qu'une fois qu'elle a servi 2 ans pour le premier gamin, elle peut servir pour le suivant ou pour le voisin, et on la remet un peu en état et c'est reparti. Et notre travail, il est là. Ça ne se fait pas du jour au lendemain, ça se fait petit à petit, mais le chemin, il est pris. Et nous, on a décidé de le prendre
D'abord avec des tiers, on ne fait pas ça tout seul. On travaille avec des cabinets comme Carbone 4 qui eux-mêmes, on a un peu challengé parce qu'aller mesurer le poids d'un email, il n'y a pas grand monde qui l'a fait jusqu'à présent. Aller faire une analyse de cycle de vie depuis le début de la construction du produit, tout le monde ne le fait pas. Quand vous consultez le site Cdiscount, si votre téléphone a plus de 3 ans, on vous envoie une version adaptée du site pour moins solliciter votre processeur, moins solliciter votre batterie. Donc ça, c'est tout le travail que l'on fait. Et c'est vraiment au cœur de notre culture d'entreprise. Et quand je dis qu'on a la conviction qu'il y a un numérique alternatif et un numérique qui est digne de confiance, nous, c'est notre travail quotidiennement. Et je pense que le fait que l'on soit français, le fait que l'on soit européen, c'est un facteur parce qu'on a cette culture en nous que d'autres cultures ont moins. Voilà. Merci. Vous avez vu le commissaire politique qui nous a rejoint pour nous indiquer que le temps de parole était contraint, mais on va quand même avoir la réponse de Laurent Simon. Très bref. Alors, sur les recommandations, mettons, d'un système médical, non, au contraire. C'est-à-dire ce système médical, tel que c'est conçu, va mettre les décisions évidentes, elles vont être autonomes. Les décisions moins évidentes seront faites par des spécialistes qui seront encore mieux éclairés, d'accord, dans un premier temps. Et aussi, le deuxième temps, c'est qu'elle sera capable de déceler quelque chose que le spécialiste n'aurait pas vu parce qu'il a trop de dossiers. Donc les choses évidentes, mais très rares, seront pointées du doigt. Donc non, au contraire, c'est une très grande chance. C'est là où on apprend que IA ne veut pas dire intelligence artificielle, mais intelligence augmentée, et souhaitant que ce soit celle des femmes et des hommes qui bénéficient tout en conservant la connaissance et l'autonomie dans la prise de décision, parce que un monde totalement piloté, géré et orchestré par des machines, je ne souhaite pas forcément cet environnement-là à vivre au quotidien. Merci en tout cas à nos différentes... Oui, mais alors voilà, sinon vous allez les huissiers de la maison de l'UNESCO risquent d'appliquer des moyens contraignants que nous ne souhaitons pas observer. La question parce qu'effectivement on a cette petite contrainte, sachant évidemment qu'on a le loisir de continuer cette conversation. Merci de vous être prêté à cet exercice. Vous avez vu que le sujet était vaste, beaucoup de préoccupations, de réflexions au-delà de la performance technique, de la performance commerciale. On a vu qu'il y avait cet accompagnement sur le comment, le pourquoi, et qui est donc tout à fait bienvenu, mais et c'est aussi, puisqu'on a cité très tôt dans l'introduction Rabelais, donc vous voyez que Rabelais était déjà connecté sur le numérique, puisque ce fameux science sans conscience n'est que ruine de l'âme, c'est quand même Rabelais, donc quelques siècles avant l'émergence d'une société numérisée, mais que l'avertissement était exprimé. À nous maintenant, 21e siècle, de l'entendre, de l'approprier pour notre bien collectif. Merci à vous en tout cas.